Euh, Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous me recevez. Bon, si vous me recevez, réagissez, s'il vous plaît, soit par des réactions ici ou dans le chat de- du Meet. Euh, bon, je pense que c'est bon. Donc, je disais bonsoir à tous et bienvenue à ce séminaire que nous allons débuter, comme je l'ai dit tout de suite, si aucun de vous ne trouve un inconvénient. Donc, comme présenté sur la fiche du séminaire, il s'agit d'un séminaire qui se place sous la coupe d'information et d'orientation dans les filières informatiques et qui se tient actuellement. Le thème, c'est quelle filière informatique choisir après mon bac? Et je suis sûre que nous tous, nous sommes là pour, en tout cas, essayer de décortiquer ce thème, de voir ce que chacun de nous peut tirer comme leçon ou comme voie à suivre dans ce voyage-là, de découvrir sa vocation ou une filière informatique qui nous parle après notre bac ou après notre bac, ça veut pas forcément dire qu'on vient tout juste d'avoir le bac. Donc, tout le monde est concerné, je pense. Et aujourd'hui, nous aurons en tout cas l'honneur de discuter avec des gens qui s'y connaissent et qui sont venus nous apporter leur expérience et surtout des conseils qui vont nous être utiles pour la suite. Et d'abord, je vais essayer de me présenter. Moi, c'est Lembo Bright. Je suis étudiante en master intelligence artificielle et big data. Je vais essayer de, de du mieux que je peux d'essayer de poser quelques questions que je pense nous concernent tous aux intervenants. Et ensuite, nous allons aussi nous tous poser les questions qui nous viennent ou les questions qui nous tiennent à cœur si elles n'ont pas été déjà posées. Donc, je parlais des intervenants qui vont nous guider aujourd'hui le long de cette, cette, euh, cet apprentissage-là, pardon. Et il s'agit premièrement de Monsieur Hakim Tchala, qui est consultant en cybersécurité, cyberdéfense Africa. Je pense qu'il est déjà là. Et de Monsieur Mewene Messé Jean-Pascal, qui est architecte d'infrastructure, cloud et DevOps chez RDF. Donc, c'est un peu le décor planté du séminaire qui nous réunit tous. Je suis sûre que nous tous, nous sommes déjà un peu au parfum de ce qui va se passer. Donc, si les deux intervenants sont là, je vais leur donner la parole sans plus tarder pour que nous commencions. Donc, s'ils sont là, je vais demander d'abord à Monsieur Hakim Tchala d'essayer de se présenter de façon brève, de nous parler de son parcours professionnel et surtout de nous dire pourquoi il a choisi ce parcours-là ou pourquoi il a fait ces choix-là dans son choix de carrière. Si Monsieur Hakim Tchala est là. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Bright Lambo. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette petit échange. Alors, déjà, moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis Hakim Tchala. Je suis expert en cybersécurité. Actuellement, je travaille en tant que consultant chez Cyberdéfense Africa. Alors, mon parcours, bon, pour être bref, voilà, moi, j'ai eu licence en physique, d'accord? Et j'ai un master en ingénierie des systèmes avec une spécialisation en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je travaille en tant que consultant. Donc, mon métier de tous les jours, nous intervenons en tant qu'auditeur, en tant qu'analyste de cybersécurité. Et des fois également, on intervient en tant que test de pénétration, notamment pour les tests d'intrusion et autres. Donc voilà, de façon ramassée, hein, pour ne pas perdre de temps, voilà à peu près ce que nous faisons et ce que je fais actuellement. Merci. Merci à vous. C'est un peu plus clair maintenant, un peu de façon succincte quand même votre parcours et tout, ce que vous faites exactement et comment ça évolue. Merci à vous. Je vais demander un peu le même exercice à Monsieur Mewene Messé, s'il est là, bien sûr.
Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui. Bon, moi, j'entends. J'espère que les autres aussi. Ouais, ok. Bon, parce que souvent j'ai des problèmes avec Ouais, le vous micro, aussi. donc, ok. Bah écoutez, c'est un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Surtout enfin, l'éducation en général, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et peut-être vous allez le comprendre plus tard lors de nos échanges. Euh, et donc c'est avec un plaisir que j'ai accepté parler de l'orientation, qui est un sujet vraiment important, surtout en Afrique, mais négligé, malheureusement. Pour moi, c'est mon nom, c'est Jean-Pascal. Moi, je suis comme Bright, mademoiselle ou madame, pardon, Bright Lembo l'a dit. Je suis actuellement architecte cloud et DevOps, des infrastructures cloud et DevOps chez GRDF. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas GRDF, GRDF, c'est une société qui exerce dans le domaine du pétrole, des gaz. Donc, c'est le leader français de fourniture de gaz en France. Donc, moi, je suis basé à Paris. J'ai plus de 10 ans d'expérience. Et je pense que la question, c'était d'expliquer brièvement mon parcours. Bon, comme beaucoup de personnes, dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé dans le développement. J'ai eu un bac scientifique. J'ai ensuite fait une licence à l'Institut africain d'informatique, IAI. J'imagine qu'il y a pas mal qui connaissent. J'ai fait la filière génie logiciel là-bas. À l'époque, il y avait génie logiciel et puis maintenant, ce réseau qui était transformé en système réseau. Donc, moi, j'ai fait une spécialité en génie logiciel et donc, j'ai continué ma carrière dans le domaine, dans l'ingénierie logicielle. Ensuite, progressivement, j'ai évolué dans les rôles de gestion des systèmes d'infrastructure. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça. Et ce qui m'a conduit vers les sujets autour du cloud et DevOps. Et je pense que la dernière question, c'était aussi pourquoi j'ai choisi de me spécialiser en informatique. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas? Oui, oui, c'est ça. Ouais, ok. Écoutez, j'ai choisi de me spécialiser tout simplement parce que je suis pas. Je veux pas dire que j'ai été toujours passionné par l'informatique, parce qu'après le bac, franchement, je parle pour moi, mais je suis sûr qu'il y a pour beaucoup de personnes, après le bac, on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Je ne veux pas dire que l'informatique, c'était forcément une passion pour moi, même si effectivement j'aimais bidouiller avec les gadgets électroniques, etc. On ne va pas en faire, puisque tout le monde aime bidouiller avec les gadgets électroniques. Donc, on ne va pas dire que c'est une passion. Je vais vous expliquer plus tard comment je suis rentré dans l'informatique. Mais lorsque je suis rentré dans l'informatique, disons que j'ai continué à aimer l'informatique tout simplement, et j'en ai fait une passion d'ailleurs, à cause de la capacité de l'informatique à régler les problèmes complexes, à transformer aussi, à apporter de la valeur dans la vie des gens au travers des solutions qu'on met en place, et puis que ce soit à destination des entreprises comme des particuliers. Donc voilà un peu, bon, j'ai été un peu lent, désolé, donc voilà un peu ramassé. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que je parle au nom de tous ici quand je dis que c'est vraiment un honneur, comme je disais, de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et on va passer ensuite à la seconde question qui va commencer en même temps avec le vif du sujet, le pourquoi nous sommes ici. Mais avant ça, je vais aussi dire en même temps à tout le monde de ne pas surtout hésiter à laisser déjà des questions dans le chat. Comme ça, on va y revenir après pour que personne n'oublie des questions en cours de route. Donc, la seconde question, elle est adressée à vous deux et c'était de savoir au prime abord, que prend-on en compte quand on veut faire une orientation après son bac? Est-ce que c'est le présent ou le futur? Je veux parler là en termes de demande du marché. Est-ce que c'est les demandes présentes actuelles du marché qu'on prend en compte ou les demandes futures? Et je pense qu'on va commencer comme on avait déjà entamé par M. Tchala et ensuite M. Mewene Messé.
Alors, merci, Paït Lambo, pour la question. À mon niveau, je dirais qu'il faut prendre en compte les deux. Il faut prendre en compte D'accord. les deux. Pourquoi? Parce que c'est très important de prendre en compte le présent et le futur. Le présent, peut-être parce que c'est dans ton environnement immédiat. D'accord? Mhm. Qu'est-ce qui est plus demandé? Qu'est-ce qui est plus en demande dans ton environnement immédiat? D'accord? Et maintenant, dans l'avenir, bon, voilà, ça peut être pour des aventures, ça peut être pour des projections dans ton environnement également. Mais donc, moi, je dirais qu'il faut prendre en compte les deux. Parce que, voilà, quand on vient d'avoir le bac, on se prépare pour faire carrière et puis gagner de l'argent. Et puis apporter un plus au développement de sa localité et dans le monde dans sa globalité. Donc, pour moi, il faut prendre en compte les deux. Et peut-être qu'après, on développera sur cet aspect. D'accord, bien reçu. Donc, la même question à Monsieur Mewene Missé, si vous avez quelque chose à dire par rapport à la question, ce qu'il faut prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord avec M. Tchala, hein. Effectivement, il faut prendre en compte le présent et le futur. Mais par contre, je mettrai plutôt en première position votre passion. C'est vrai que dit comme ça, je pense que je l'ai déjà dit, en Afrique, hein, du moins en Afrique de l'Ouest, on ne connaît pas forcément nos passions. Mais pour pour la minorité des gens qui connaissent déjà leur passion, parce qu'il y a des gens, vous allez voir dès le bas âge, naturellement, ils sont très forts dans tout ce qui est électronique, ils sont capables de monter quelque chose sans forcément avoir de formation assez particulière. Ce sont des compétences qui viennent naturellement. Et pour ces genres de personnes, c'est mieux d'aller vers ce qu'ils aiment faire naturellement. Bon, ça, c'est la minorité. Mais pour la majorité des personnes, il faut prendre vraiment en compte le présent et le futur. Enfin, je vais vous donner quelques exemples, hein. Supposons que vous avez eu votre bac et puis vous voulez faire le marketing. D'accord? Vous voulez vous orienter vers le marketing, etc. En fonction de votre emplacement, en fonction de là où vous vous exercez, si vous êtes par exemple au Togo, vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., en fonction de votre emplacement, il faut voir quels sont les métiers où ça recrute le plus. Ça ne sert à rien d'aller vers un métier où il faut passer un an pour trouver, enfin, il faut invoquer tous les dieux du monde pour avoir une opportunité d'avoir sa première expérience. Donc, c'est très, très important de voir. Et puis, il y a beaucoup d'outils en ligne, hein. Vous pouvez aussi vous demander, hein, autour de vous, si vous êtes intéressé par quelque chose, est-ce que sur le marché, dans là où je suis, si je veux évoluer dans ce domaine, est-ce que là-bas, ça recrute beaucoup? Si ça ne recrute pas, quels sont les domaines qui recrutent beaucoup? Là, actuellement, dans le présent, il y a des domaines qui sont en vogue, hein, notamment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est cybersécurité, ce sont des domaines en vogue. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'en fonction de votre emplacement, ces domaines, ce sont les meilleurs choix possibles. Vous allez être spécialisé en intelligence artificielle, mais vous êtes dans un pays où à peine 1% des entreprises recrutent dedans. Donc, ça ne sert à rien. Vous allez chômer pour rien. Même si, et finalement, vous avez des compétences à vendre, mais vous n'allez pas pouvoir le mettre en pratique. Mais ce n'est pas autant une raison de ne pas, si vous aimez tel domaine, ce n'est pas une raison de ne pas aller vers le domaine et de préférer plutôt ce qui se passe sur le marché. Pour la simple raison que peut-être qu'en étant dans un domaine bien précis, bah, ça peut vous ouvrir des portes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre des opportunités dans votre emplacement géographique. Vous voyez? Donc, bon, je vais m'arrêter là en disant, effectivement, il faut prendre en compte d'abord votre passion si vous en avez, hein. Ensuite, en fonction de ce que vous avez envie de faire, demandez des informations. Est-ce que
en faisant ça, là où je suis, j'aurai une facilité à trouver du boulot. Maintenant, une fois que vous avez cette information, est-ce que c'est un domaine où à l'avenir, ça va être vraiment stable? Ça ne sert à rien d'être dans un domaine qui suit la hype. En anglais, ils disent la hype, qui suit la tendance. L'inconvénient de suivre des domaines qui suivent la tendance, c'est que ça s'arrête tout simplement lorsque la tendance est terminée. Hein. C'est comme les buzz, par exemple. Une fois que le buzz il est terminé, c'est terminé. Donc, il faut voir les domaines qui vont être à long terme stables. Vous allez toujours continuer à exercer, peu importe les inventions qui vont venir. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai ajouté pour cette question. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va justement rester sur ce point. Je pense qu'on est un peu rentré dans la partie critères importants à prendre en compte lorsque l'on veut faire une orientation. Donc, si soit à part ce que vous avez dit, vous avez d'autres choses à ajouter par rapport aux critères importants que l'on doit avoir lorsqu'on veut faire un choix en orientation et tout. Non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein. Ce que j'ai aussi ajouté, c'est il faut voir en fonction du domaine que vous avez choisi. Est-ce que c'est un domaine où c'est facile de trouver les ressources en ligne? Ça sert à rien de prendre un domaine où déjà en ligne, c'est très, très compliqué de trouver les ressources. Quand je dis les ressources, des tutoriels, etc., même si de nos jours, tout est en ligne. Hein. Mais en tout cas, il faut prendre en compte ça comme information pour le choix de votre orientation. Donc, c'est tout ce que j'ai ajouté. D'accord. Ok. Là, si monsieur... Ce qu'on peut ajouter aussi, ce que je peux ajouter également, c'est que bon, ici, principalement, on parle de ceux qui viennent d'avoir le bac, mais c'est aussi valable à ceux qui ont déjà le bac et ils ont déjà un parcours. Et par rapport à ça aussi, on peut aussi prendre en compte notre background. Voilà, si vous avez déjà un background, on peut essayer de capitaliser sur cet élément et puis faire un choix adéquat. Il faut aussi prendre en compte cela. Par exemple, si j'ai imaginé que j'ai eu mon bac et puis j'ai fait quelques années en droit. Si je vais, par exemple, aller en informatique, je peux pas tout simplement aller faire le droit du numérique facilement. Donc, voilà à peu près ces éléments. Donc, il faut capitaliser sur son background et prendre en compte, comme on l'a dit, mon collègue aussi, le présent et le futur. Parce que l'objectif, n'oubliez pas, hein, quand on vient d'avoir le bac, c'est de faire carrière et puis se faire de l'argent. Et puis apporter un plus au développement de sa localité d'abord et du monde dans sa globalité. Vous voyez, donc il faut prendre en compte à cela et je crois que c'est déjà suffisant. Et surtout, c'est un élément aussi très important que M. Jean-Pascal a souligné, sa passion. Parce que ta passion aussi va déterminer à quelle vitesse ou quelle sera ta résistance ou bien ta résilience tout au long de ton parcours. Parce que si vous choisissez parce que tout simplement, disons que aujourd'hui on dit voilà la cybersécurité est recherchée et que vous vous lancez alors que vous n'avez pas la passion pour cet élément, vous allez voir qu'après 2 à 3 ans, vous serez découragé parce que ce n'est pas une passion pour vous. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments, votre passion, votre background et les demandes actuelles et les demandes futures. Voilà, c'est ce qu'on peut ajouter à notre niveau. Ok, justement, parlons de ça. Vous avez évoqué les mots passion, vous avez évoqué le présent, le futur et surtout la réalité, les réalités géographiques, les réalités financières et tout. Comment est-ce qu'on arrive à faire l'équilibre dans son choix de carrière entre la passion et les réalités qu'il y a sur le terrain, s'il y a équilibre à faire? Voilà, moi, il faut... je crois que c'est là que le besoin de s'approcher, hein, de s'approcher des aînés, des professionnels ou des mentors qui ont déjà fait des parcours
dans ces différentes possibilités ou dans ces différentes filières qu'on peut les approcher et avoir plus de renseignements, d'accord, sur leurs difficultés, sur les opportunités qu'ils ont dans leurs différents parcours. Et maintenant, à nous de décider en fonction de, voilà, on me dit que quand je suis en intelligence artificielle, voilà les opportunités, voilà les difficultés de ce parcours-là. Bon, est-ce que moi, personnellement, est-ce que je suis prêt à vivre cette vie ou à, 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 à m'adapter à cette manière de fonctionner? Et en ce moment, ça vous aurez une réponse. Il n'y a pas un élément qui dit, voilà, qui est statique pour dire que, voilà, quand vous prenez ça, c'est que vous devez faire ceci, ceci. Donc, il faut juste avoir un équilibre. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que il ne faut pas choisir juste un élément et oublier les autres. Prenons un exemple. Moi, je suis passionné, par exemple, de la cryptographie, par exemple, disons, voilà, et que je me spécialise en cryptographie. Alors que quand on prend dans l'environnement immédiat, dans mon environnement immédiat, il n'y a pas un besoin en cryptographie de spécialistes en cryptographie. C'est juste un exemple. Hein. Je vais m'enfoncer dans ma passion, mais est-ce que ma passion peut me permettre de vivre? Il faut tenir compte de cela aussi. C'est vrai que ça vous donne une opportunité unique d'être spécialiste, d'être dans ce domaine, mais vous n'apportez pas d'impact réel sur votre environnement immédiat. C'est un peu comme, voilà, vous êtes ingénieur, un spécialiste des fluides, par exemple, et que dans votre localité, on n'a pas besoin de ces éléments. Et je ne sais pas à quoi ça va servir, vous voyez. Donc, tout cela va nécessiter un mentoring et des discussions pour pouvoir s'assurer que, voilà, ce que je veux faire, je ne suis pas en train de me perdre dans ma passion et que je vais réellement réussir, m'épanouir dans mon parcours. Oui, voilà. D'accord. Je ne sais pas si monsieur. Oui. Oui, l'équilibre entre votre passion et la réalité de votre milieu. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a un message qui est mis dans le commentaire que je trouve particulièrement intéressant. Ça vient de Grassata qui dit « Nous savons que dans nos pays africains, les parents et aînés influencent beaucoup sur le choix des domaines des bacheliers. Comment gérer cela dans le cas où notre passion n'est pas en rapport avec celui de notre famille ?» Ça rejoint un peu ce qu'on est en train de se dire, dans le sens où vous êtes passionné par quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes passionné par un truc X et vos parents vous recommandent de faire un truc Y. Si vos parents vous recommandent de faire quelque chose, c'est potentiellement parce que, alors ça, je ne dis pas ça d'une façon générale, je dis, c'est vraiment un avis un peu ciblé. Si vos parents vous recommandent de faire quelque chose, c'est peut-être parce qu'ils ont des membres dans la famille qui ont déjà évolué dans le domaine et qui potentiellement vont vous aider à trouver facilement de l'emploi. Ça, c'est un cas. Mais il y a aussi des cas où ils le disent parce qu'ils ont entendu dire que c'est mieux de le faire. Même s'ils n'ont personne dans leur famille, il n'y a pas de garantie qu'il y a des gens qui ont évolué dans le domaine et qui vont facilement vous aider. Vous savez, la question de l'orientation, c'est un problème, c'est une question complexe. Mais ce que moi je vais dire, c'est que ce n'est pas parce que vous faites quelque chose qui est contre votre passion que ça vous évite de travailler sur votre passion. Alors, dit comme ça, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je donne un exemple. Moi, mon cas. J'adore le code. J'aime le code. D'accord? J'aime programmer, j'aime écrire des logiciels. J'ai envie de dire c'est ma passion. Parce que je l'ai fait dans plusieurs années. D'accord? Pendant plusieurs années. Mais là, actuellement, je ne programme plus. Alors, quand je dis je ne programme plus pour des entreprises. Mais
personnellement, je programme toujours pour mes projets personnels. Je pense que je ne l'ai pas dit au début, mais je ne sais pas si vous connaissez l'application qui s'appelle Okwabac. Il y a des gens qui connaissent cette application, Okwabac. Il y a des gens qui ont entendu parler, etc. Ou pas du tout? Ouais. Moi, je suis le créateur de cette application. C'est une application qui a été créée depuis 2016. Hein. Ça fait très longtemps. Même si je ne maintiens plus cette application. Je suis aussi créateur d'une application qui s'appelle Courir. C'est un service de covoiturage qui est implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais ces genres de choses, je le fais... ouais, il faut l'écrire dans le chat, d'accord. Ce genre de choses, je le fais en anglais, ce qu'on appelle side projects. C'est vraiment des projets personnels. Je le fais parce que j'aime le code. Et aujourd'hui, même si ce que je fais en entreprise, ce n'est pas vraiment du code, parce que je gère des infrastructures, je gère tout ce qui est opération. Je travaille aussi beaucoup avec les équipes de développeurs, puisqu'à la fin, leurs produits, le logiciel qu'ils déploient, enfin qu'ils créent, sont appelés à être déployés sur nos infrastructures qu'on met en place. Donc, derrière, je mets en place ma passion de... je peux avoir un avis ou un conseil à donner même à ces équipes de développeurs par rapport à ce qu'ils font. Vous voyez, je donne un autre exemple. Vous êtes intéressé par les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, vous travaillez, en tout cas, ce qui vous génère de l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas en rapport avec les jeux vidéo. D'accord? Mais ça ne vous empêche pas, hein, si c'est vraiment votre passion, ça ne vous empêche pas, pendant votre temps libre, de faire des choses en rapport à votre passion. Au contraire, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Hein. C'est vraiment ce qui est recommandé. Donc, il ne faudrait pas que la réalité de terrain soit un frein à votre passion. Vraiment, vraiment, ça, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment important. Ce serait dommage si ce que vous faites actuellement vous fait oublier votre passion. C'est vraiment, vraiment dommage. Vous allez comprendre plus tard que lorsqu'on est passionné par quelque chose, vous allez travailler tellement sur cette chose que vous n'allez pas vous en rendre compte que vous travaillez beaucoup pour cette chose. Alors que quand vous travaillez pour quelque chose qui vous génère de l'argent, vous le faites juste parce que vous savez le faire. Ouais, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut vraiment prendre en compte, encore une fois, je l'ai dit, il ne faut pas exclure votre passion, même si ce que vous faites dans la vie, ce que vous avez choisi comme carrière est à l'opposé de votre passion. Nous sommes dans un monde informatique où les choses vont vite. Vous avez toujours de la place pour pouvoir faire de votre passion une réalité. Donc, voilà. Merci beaucoup pour les réponses. Je pense que c'était très enrichissant. L'essentiel, c'est de ne pas perdre en cours de route sa passion, je crois. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en amont et tout sur comment gérer, faire la navette entre les deux. Si c'est pas possible de faire un choix directement qui porte sur sa passion ou qui allie sa passion avec les réalités qu'il y a déjà. Je crois qu'on va essayer de continuer en attendant, peut-être de revenir sur la question, puisque je vois que beaucoup sont intéressés par cet aspect-là. On va un peu parler des filières qu'il y a en informatique et essayer de mettre de petites différences entre elles pour que tous ceux qui veulent ou tous ceux qui voudraient s'orienter en informatique sachent un peu de façon globale ce qu'il y a comme différence entre ces différentes filières-là. Donc, d'abord, pour monsieur Béréné Messé, je vais essayer de lui demander de faire quelques petites nuances entre les filières de développement de logiciels, l'intelligence artificielle et pourquoi pas nous parler un peu du cloud aussi, comme il est dans le domaine. Oui, mais merci pour cette question. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, l'informatique, c'est un terme général, hein, c'est vraiment, ça regroupe un éventail de sujets. C'est pas une spécialisation. Votre spécialisation, ce sont les domaines comme l'intelligence artificielle, comme le cloud computing, comme le développement logiciel. Ça, ce sont les spécialisations. Donc, moi, j'ai envie de dire,
Là, actuellement, je pense qu'on l'a déjà dit, les domaines de la hype actuellement. Quand je dis les domaines de la hype, hein, c'est les domaines tendance actuellement. C'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, notamment du generative IA, etc. Tout ce qui est autour de cloud computing, le développement logiciel, ça ne quitte pas, hein, ça reste toujours. C'est vraiment un domaine qui est résilient à toutes les inventions qui peuvent avoir lieu. Okay, donc, j'ai envie de dire que c'est une valeur sûre. C'est pour ça que je ne le cite pas, parce que le développement logiciel, ça a toujours existé. Mais en fonction de certains domaines, il y a certains prérequis quand même, hein, on ne va pas se mentir. Même s'il y a des formations qu'on vous fait qui vous permettent d'être prêt dans le domaine, vous allez vous en rendre compte que c'est surtout important d'avoir des prérequis. Je donne l'exemple de l'intelligence artificielle. Je suis sûr que mademoiselle Bright Lambeau serait d'accord avec moi que cela implique d'avoir quand même de bonnes notions en mathématiques et algorithmique complexes. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Oui. Du coup, vous allez voir que ce serait dommage d'aller dans un domaine si vous-même vous n'êtes pas préparé dedans. Si vous avez de la peine avec les mathématiques, si vous avez de la peine à faire certaines choses, ça ne sert à rien d'aller dans le domaine qui en exige d'ailleurs. Vous voyez? Oui. Donc, c'est très important de prendre en compte ça. Mais par contre, le développement logiciel se concentre beaucoup plus sur les langages de programmation type Java, JavaScript et les frameworks qui tournent autour. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a parlé de cloud computing. Alors, le cloud computing, c'est tout ce qui tourne autour des infrastructures. Hein. C'est vraiment de l'infrastructure à distance, j'ai envie de dire. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez, si je vous pose la question, j'imagine que vous avez déjà eu à installer une machine virtuelle, hein, si ça parle à des gens. Si vous avez déjà installé une machine virtuelle, vous faites quoi? Vous téléchargez l'ISO, vous le gravez, hein, s'il le faut, mais bon, même si ça ne se fait plus de nos jours. En tout cas, vous l'installez de bout en bout, vous faites la configuration qu'il faut, vous installez un hyperviseur si vous voulez avoir plusieurs machines virtuelles sur votre ordinateur, et puis vous installez votre système d'exploitation et vous l'utilisez, etc., etc. Ça consomme de la place, hein, sur votre ordinateur d'ailleurs. Mais le cloud computing, c'est en fait accéder à des ressources de compute, de machines à distance. C'est concrètement des machines à distance ou bien des services à distance que vous manipulez. Donc, désormais, vous n'avez plus besoin d'installer une machine sur votre ordinateur, non. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un ordinateur, peu importe la capacité de l'ordinateur, mais un accès Internet pour accéder à ces ressources à distance. C'est vraiment la mise à disposition des ressources à distance. C'est ça le cloud computing. Et c'est un domaine qui est vraiment en vogue de nos jours. Il y a pas mal de formations qui se font. J'ai eu même l'occasion d'enseigner dans les écoles ici, hein, à Paris, sur tout ce qui est autour des infrastructures cloud et DevOps. Alors, mais comme c'est un domaine tendance, les entreprises, par exemple en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Enfin, alors je dis ça, mais il y en a quand même. Mais enfin, en termes d'utilisation, c'est pas assez poussé que ça. Donc du coup, cela rejoint notre discussion comme quoi il faut se poser la question, il faut s'informer sur le domaine dans lequel vous allez, les opportunités sur le terrain. Si ça recrute beaucoup plus en développement logiciel et que votre passion est l'intelligence artificielle, notre camarade l'a dit, vous allez faire votre formation en intelligence artificielle, etc. Mais si vous êtes toujours dans votre endroit où ça ne recrute pas beaucoup, vous allez voir que vous allez faire face à beaucoup de difficultés. Donc voilà. Et puis l'autre domaine, je pense que la question, c'est la différence entre les filières. Hein. J'ai parlé de cloud computing, j'ai parlé d'intelligence artificielle et des prérequis, j'ai parlé aussi du développement logiciel. Le dernier domaine que moi-même je m'intéresse beaucoup, c'est la blockchain. Ok, c'est vraiment un domaine
plutôt intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant au vu de ce que cela apporte. Et pour ceux qui sont dans le domaine du développement logiciel, c'est vraiment, enfin, vous pouvez vous intéresser à ces technologies facilement, puisque à la fin, on conçoit des logiciels qui font usage de la blockchain, des technologies de la blockchain. Donc, ce sont des domaines sur lesquels ce que je peux citer et puis les différentes nuances entre eux. Merci beaucoup à vous. Je pense que on va aller dans le même temps avec Monsieur Tchala s'il a des trucs à ajouter, à confirmer et surtout s'il peut y ajouter une petite couche côté réseau, cybersécurité, différence qu'on a de ces côtés-là aussi. Alors, merci pour la question. Je rejoins mon collègue, Monsieur Jean-Pascal. Alors, par rapport aux domaines qui sont liés au réseau et puis à la cybersécurité, bon, moi, fondamentalement, je résume l'informatique à la base en 3 domaines. Vous avez le développement d'applications, de logiciels. Vous avez la gestion ou bien l'administration en système et puis réseau. Et puis la touche de cybersécurité. Et maintenant, avec la tendance qui s'y ajoute, notamment nous avons le data science, qui est la science des données, et puis l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, quand vous prenez par exemple, quand vous avez votre bac et que vous voulez vous spécialiser en informatique, vous voulez faire un parcours en informatique, moi, ce que je conseille déjà, c'est de parcourir ces trois ou quatre domaines-là. Soit vous avez la passion pour la création, vous voulez créer des applications. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un utiliser, quand nous prenons l'exemple, par exemple, l'exemple de M. Jean-Pascal, est-ce que quand vous créez une application et que vous entendez que quelqu'un utilise votre application, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait plaisir? Là, vous saurez que voilà, le développement d'applications, c'est quelque chose qui a une passion pour vous. Moi, je pense que si c'est ça, si c'est le cas, allez-y et faites le développement d'applications. Et si ce qui vous intéresse, c'est comment mettre en place une architecture de communication pour que voilà, quelqu'un qui est à Takpamé communique facilement avec quelqu'un qui est peut-être à Lomé ou à Palimé, s'envoyer des informations, être dans un réseau. Je crois que là-bas, tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller vous inscrire pour un parcours de réseau, soit réseau système mélangé. Hein, les deux, ça se fait, je crois que dans notre environnement ici, ça se fait combiner. Et si ce qui vous passionne, c'est comment sécuriser tout cet environnement, comment s'assurer que voilà, tout ce qui se passe dans cette architecture, tout ce qui se passe dans cet écosystème, comment assurer la sécurité pour qu'il n'y ait pas de dérapage, alors sachez que votre passion, c'est au niveau de la cybersécurité. Donc, inscrivez-vous dans un parcours, après votre bac, dans un parcours de cybersécurité. Et maintenant, pour ceux qui veulent embrasser la tendance actuelle, hein, qui sont un peu des parcours un peu nouveaux, notamment le data science ou l'intelligence artificielle. Généralement, le data science et l'intelligence artificielle, bon, ça va de pair. Hein. Donc, voilà, quand on parle de data science ou généralement de sciences des données, c'est comment utiliser toutes les données qu'on génère aujourd'hui pour pouvoir sortir une information utile, si on peut le résumer ainsi. Donc, pour vous, si on vous présente, par exemple, vous voulez être en mesure de savoir, OK, quel temps il fera à Lomé d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, quel est le nombre de populations qui va résider à Takpamé ou à Palimé ou à Kara. Et si c'est ce qui vous intéresse, quand on vous parle de cela, ça vous dit quelque chose, alors rapidement, sachez que ce qui vous intéresse, c'est peut-être un parcours en intelligence artificielle et big data. D'accord?
Et voilà, donc de façon fondamentale, je crois que c'est ce on peut dire par rapport à cela. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le domaine de l'informatique, c'est vraiment dynamique. Quelqu'un peut commencer, vous pouvez commencer votre parcours tout simplement en réseau système et sécurité, en réseau système. Et après votre licence, vous basculez en cybersécurité facilement. Vous pouvez aussi commencer en développement d'applications ou en développement de logiciels et basculer en cybersécurité ou vous spécialisez plus tard en intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est un domaine très dynamique et puis c'est très facile de se reconvertir dans les différentes spécialisations. Mais de façon fondamentale, il faut soit vous focaliser sur le développement d'applications, soit le réseau et système, ou soit la cybersécurité. Et en ce moment, une fois que vous avez la base, peut-être après la licence, et que vous voyez un peu plus clair en fonction maintenant de vos passions et de votre besoin de spécialité, vous pouvez maintenant choisir ce qui vous convient le mieux. Et comme mon collègue Jean-Jacques l'a dit, par exemple, vous pouvez déjà avoir votre licence si vous vous inscrivez, par exemple, pour un parcours de réseau système, par exemple. Après votre licence, vous pouvez décider de vous spécialiser en cloud computing. Ou vous pouvez décider de vous spécialiser, par exemple, en architecture, par exemple, des systèmes. Vous voyez? Donc, ce que nous conseillons généralement, c'est que de se focaliser sur les fondamentaux. Il faut maîtriser la base. Et la base, c'est soit vous êtes en développement, soit vous êtes un spécialiste de réseau système, ou soit vous êtes directement dans la cybersécurité ou le data science et le AI. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut, moi, je peux dire à ce niveau. Et surtout, ce qu'on peut ajouter, comme nous le savons, quand on finit d'avoir le bac, c'est facile de s'orienter. Mais il faut apprendre la base. La base, c'est il faut connaître le langage de ce que vous voulez apprendre. Et comme nous parlons ici spécialement de l'informatique, moi, je crois que la première des choses à savoir, c'est de chercher à comprendre, à améliorer votre niveau d'anglais. Et c'est cet élément, cet aspect qui vous permettra en fait de bénéficier de plus de ressources, comme M. Jean-Jacques l'a dit, Jean-Pascal l'a dit, pour avoir accès facilement à ces différentes ressources qui existent sur Internet. Il faut facilement que vous ayez au moins une base en anglais et cela vous facilitera tout le reste. Bon, voilà ce que moi je peux ajouter à mon niveau. Maintenant, par rapport à la question de savoir quelle est la différence entre ces différents éléments. Je crois que quand vous venez par exemple en cybersécurité, il y a plusieurs spécialités également. Vous pouvez être spécialité en sécurité réseau, en CTI, etc. Donc, je crois que peut-être si le temps le permet, on pourra développer ces éléments. Mais de façon ramassée, retenez qu'il y a ces trois ou quatre parcours fondamentaux qu'il faut avoir à l'idée quand on veut faire le choix après le bac. Merci. Merci. Si tu le permets, j'aimerais rebondir sur deux choses qu'a dit M. Tchala. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Oui, ok. En fait, M. Tchala a dit deux choses qui a suscité un rappel assez important. Les deux choses, c'est les fondamentaux et l'anglais. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir pas négligé l'anglais quand j'étais mon année de licence. Et ça, je vous le conseille aussi. Il faut vraiment, vraiment pas négliger votre anglais. Je peux vous garantir que ça peut vous sauver la vie. Et je vous parle en expérience. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'IT. Donc, si je vous parle, au moins, essayez de prendre ça au sérieux. L'anglais, ce n'est pas grave si tout de suite, vous n'avez pas encore de niveau. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On ne vous dit pas d'être fluent, de parler naturellement l'anglais. Non. C'est d'être en mesure d'avoir une conversation en anglais. Je l'ai ressenti, j'ai senti ce besoin beaucoup plus quand je suis arrivé ici en France. À quel point c'est important, et même pas forcément besoin, mais parfois des ressources, il y a des ressources, certaines meilleures ressources sont en anglais. Hein.
OK? Après, vous avez plusieurs façons de vous former en anglais. Ça, c'est pas le but du sujet, mais prenez en compte ça, c'est important. Ne le négligez pas. On ne vous dit pas d'être excellent. Il ne faut pas être nul non plus. OK? La deuxième chose, c'est les fondamentaux. Si j'ai appris quelque chose au bout de mes années d'expérience, c'est les fondamentaux. J'ai remarqué que, je prends l'exemple du développement logiciel, puisque j'ai fait beaucoup d'années dans le développement logiciel. Je me rends compte que peu importe les frameworks, peu importe les langages qu'on utilise, il y a quelque chose qui revient, c'est les fondamentaux. Et même le réseau, hein, parce que dans le cloud computing, il y a une partie assez importante du réseau, les fondamentaux. Je vais être un peu plus concret. En développement logiciel, indépendamment de si vous vous spécialisez en Java, en C#, en JavaScript, etc., il n'y a pas 1000 façons différentes de faire une boucle for. C'est la syntaxe qui change. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais ce n'est pas grave, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans le chat et puis on va essayer d'échanger là-dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe votre langage, votre spécialité en langage de programmation, en programmation, les fondamentaux là ne changeront jamais. Il n'y a pas 1000 façons de faire une boucle for. Il n'y a pas 1000 façons de créer une structure de données. Il n'y a pas 1000 façons. C'est la syntaxe qui change. On vous dit, OK, en Java, pour créer une liste, tu fais liste quelque chose, etc. Pour créer une classe, tu fais classe, etc. Ouais? Et on vous dit dans d'autres langages, il faut juste... Donc, à la fin, la notion de classe reste, la notion d'objet reste, la notion de boucle reste, la notion de variable reste, et ça, vous ne pouvez jamais vous en passer. Et donc, étant donné que ça fait partie des fondamentaux, ça ne sert à rien d'aller vers des frameworks, parce que plus tard, vous allez vous en rendre compte. Hein. Bon, si vous venez d'avoir le bac, ce que je dis, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Mais si vous allez dans une école où on commence tout de suite sans vous montrer les fondamentaux, et on commence tout de suite à utiliser un framework pour créer un logiciel, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose d'avoir en première année, de ne pas mettre l'accent, avant même de commencer à créer des interfaces, faire des choses, je trouve dommage de ne pas mettre l'accent sur les notions fondamentales d'objets, d'algorithmes de façon générale, hein, de structures de données, etc., etc., puisque ça va vous suivre toute votre vie. En tout cas, si vous êtes dans le domaine de l'ingénierie. Mais c'est pareil aussi en réseau. Hein. Si vous voulez vous spécialiser en réseau, il y a des choses, vous ne pouvez pas vous en passer. Tout ce qui tourne autour du NAT, vous n'allez pas vous en passer. Tout ce qui tourne autour de TCP/IP, tout ce qui les couches réseau, ok, les couches de transport, etc. En fait, il y a des notions de base, même si vous ne les utilisez pas dans la pratique, derrière ce que vous utilisez, il y a ces notions qui reviennent. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, à part l'anglais qu'on a dit, c'est qu'il faut vraiment ne pas aussi négliger les fondamentaux et éviter de sauter sur les facilités. Parce qu'à la fin, quand vous allez sauter sur la facilité, vous allez vous faire rattraper par la patrouille qui est les fondamentaux. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je crois que juste avant de poursuivre avec la série de questions, il y a 2 questions dans le chat. La première, c'était adressée à Monsieur Tchala. C'était de savoir pourquoi le choix d'un parcours informatique après son parcours en sciences physiques. Alors, je reçois bien la question, c'est pourquoi le parcours d'informatique après la licence en physique, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. C'est un parcours, je dirais, qui n'est pas particulier. Hein. Si vous avez la plupart des professionnels également ont ce genre de parcours. Alors, quand vous prenez le parcours en sciences généralement, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, vous avez la possibilité
si vous avez la passion. C'est ici, en ce moment, qu'intervient la notion de passion. Voilà, moi, j'ai commencé mon parcours en physique, mais j'étais passionné toujours par l'informatique. Et pourquoi est-ce que je ne pouvais pas commencer directement le parcours de physique et d'informatique au lieu de faire des années en physique avant de venir en informatique? Alors, moi, je vous raconte une petite histoire. Vous savez, dans notre environnement ici, on n'a pas forcément accès à l'information comme il le faut. Et à notre époque, la seule, disons, la seule université ou la seule université dont on a l'information qu'il forme en informatique, c'était le CIC, le Centre d'informatique et de calcul. Vous voyez? Sauf que nous, à notre niveau, on n'avait pas l'information que, voilà, pour s'inscrire au CIC, il fallait d'abord passer un concours. Et donc, nous, on était tranquillement dans notre ville. Moi, je viens de Tapami. Donc, on était tranquille dans notre ville. Après le bac, moi, j'ai fait un bac scientifique, un CLIC. Et voilà, la rentrée universitaire, on arrive. Nous, on se dirige pour aller s'inscrire au CIC. Et voilà, c'est en ce moment, on reçoit l'information que voilà, il fallait passer un concours pour passer dans le cursus de formation en informatique. Et là, j'étais vraiment démoli, en fait. Et là, c'est là qu'intervient la notion de mentor. Et tout de suite, comme moi, j'ai un bac CLIC, et je me suis dirigé directement vers le département de la faculté des sciences parce que c'était plus facile pour moi de faire la science. Moi, j'adore la science et jusqu'à présent, je fais toujours mes petits calculs en sciences et physique et mathématiques. Et donc, je me suis dirigé vers le département des sciences à l'Université de Lomé. Et heureusement, il y avait une session d'orientation. Et j'ai vu un grand frère. D'accord, je lui ai demandé que moi, ma passion, moi, je voulais faire l'informatique parce que depuis le collège, le lycée, j'avais la passion pour l'informatique. Mais arrivé, on me dit que voilà, qu'il n'y a pas, ce parcours n'est pas possible pour le moment parce qu'il fallait attendre l'année prochaine pour passer le concours. Pour moi, je ne peux pas attendre, perdre une année. Je n'ai jamais échoué, donc je voyais ça difficile d'attendre une année et repasser le concours. Alors, rapidement, l'aîné, le mentor me disait qu'il y a une possibilité. Qu'au niveau de CIC, ils avaient la possibilité que, après ta licence en sciences physiques ou en mathématiques, tu as la possibilité de continuer en deuxième année dans le parcours informatique au niveau de CIC. Alors, moi, ça m'a vraiment donné joie au cœur. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi ne pas saisir l'occasion alors? Je m'inscris rapidement en sciences physiques. Et je faisais bien la science physique. La première année, j'étais sorti dans mon parcours, j'étais sorti premier. Et je dis, ben voilà, bon. Donc je suis dans le track. Donc il fallait vite finir la physique et aller reprendre mon informatique. Vous voyez? Et donc, ce qui a fait que rapidement, j'ai fini mon parcours de physique. Et puis, je me suis relancé dans ma passion. Et surtout qu'en ce moment, c'était le métier qui était vraiment disponible et qu'il y avait beaucoup de possibilités pour apprendre. Et je rappelle également que, comme on l'a dit tout au long du développement, c'est que quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas de penser à l'immédiat et dans le futur. Et du coup, moi, en étant en physique, moi, je développais toujours des compétences en informatique. J'avais mes collègues qui étaient aussi au niveau du CIC. Donc, moi, j'étais toujours avec eux. On allait dans les cyber ensemble pour apprendre. Et puis, du coup, après ma licence, moi, je me suis reconverti rapidement en informatique. Et puis, voilà. C'est un peu ça l'histoire qui est derrière mon parcours de physique à l'informatique. D'accord.
Je pense que jusque-là, nous parlons beaucoup de l'orientation après le bac et tout. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur un aspect, c'est si par exemple je sais depuis avant le bac que j'ai pour vocation, j'ai pour passion de faire de l'informatique. Comment est-ce que déjà avant le bac, je peux me préparer à embrasser cette filière-là? Donc, on va peut-être revenir sur tout ce qui est développement de compétences au niveau des compétences fondamentaux, des compétences transversales et tout, pour pouvoir mieux appréhender la filière lorsque j'ai le bac. Je peux prendre la main sur sur ça, si ça ne dérange pas. Bon, avant d'avoir le bac, si on est déjà rassuré qu'on veut faire l'informatique, il faut déjà s'inscrire dans des écoles où l'informatique fait partie des matières. On est d'accord ou pas? Non? Ouais. Parce que, enfin, malheureusement, même l'école où j'ai fait le collège, ou le lycée, pardon, jusqu'à maintenant, l'informatique ne fait pas partie des... Je pense ne faisait pas partie des matières obligatoires. Hein. Ce serait dommage. Donc, l'idée, c'est de voir si l'école dans laquelle vous faites l'inscription, il y a l'informatique déjà. Ils ont des salles équipées. Bon, c'est vrai que pour trouver ce genre d'école, c'est cher, mais rien n'est facile hein, dans la vie. Hein. Si vous savez déjà où vous voulez aller, j'imagine que vous vous êtes renseigné sur le prix à payer en termes financiers. Donc, j'ai envie de dire, c'est le prix à payer pour bien préparer son avenir. Donc, le choix de l'école. Et si vous n'avez pas une école à votre portée, peut-être que l'école est trop chère pour vous, ou vous n'avez pas de trouver d'école qui puisse avoir l'informatique et puis des salles de machines pour vous aider. Ce que vous pouvez faire, c'est potentiellement essayer de voir quelles sont les offres de formation qui existent. OK? Les offres de formation qui existent. Je vais donner un exemple. Hein. Par exemple, à IPNet, ce qu'ils font que j'aime bien, c'est qu'ils font des séances de remise à niveau. Donc, il faut potentiellement faire cette séance de remise à niveau puisque tout au long de votre formation, vous n'avez pas eu l'occasion de bien pratiquer l'informatique. Ça, je parle de ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le pratiquer avant d'avoir le bac. OK? Donc, il y a cette petite chose que vous pouvez faire. En tout cas, d'une façon générale, toutes les choses que vous pouvez faire qui puissent vous permettre d'en savoir plus sur l'informatique, n'hésitez pas une seule seconde. Si vous avez besoin d'argent pour pouvoir le faire, expliquez-le à vos parents, hein, OK? Expliquez-le à vos parents. Déjà, si vous savez que vous voulez faire l'informatique, j'imagine que les parents sont en accord avec ça. Et je pense aussi que si vous venez vers eux pour leur dire, bon, écoutez, ici, ils ont ceci, ils ont des salles de machines, ou bien il y a telle formation qui peut m'être intéressante, je suis certain que le parent sera d'accord pour faire un effort pour vous inscrire dans cette formation, dans cette école. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. D'accord. OK. Moi, à mon niveau, ce que je peux ajouter, et je vais me répéter ou je vais juste revenir sur ce qu'on a déjà dit. Si vous avez le bac et vous comptez faire déjà le parcours en informatique, la première des choses, vous saisissez l'occasion ou l'opportunité que vous offrent ces vacances-là et améliorez votre niveau d'anglais, tout simplement. Une fois que vous avez, je crois que vous avez un mois, peut-être 2 mois, pour vous exercer, revoir les notions d'anglais que vous n'avez pas. Et comme Jean-Pascal l'a dit, d'avoir un niveau au minimum de conversation en anglais. Et une fois que vous faites cela, n'oubliez pas également de saisir l'opportunité pour apprendre les bases de l'informatique. Et pour apprendre les bases de l'informatique aujourd'hui, si nous prenons l'environnement au Togo ici, oui, les occasions ne manquent pas. Hein. Nous sommes dans les vacances. Il y a plusieurs centres qui offrent des formations d'initiation en informatique,
pour revoir c'est quoi un ordinateur, c'est quoi un logiciel bureautique, c'est quoi un code, c'est quoi une programmation, Python, etc. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. Il y a des ressources déjà en anglais, ou bien il y a quelques ressources aussi en français qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Et dès que vous avez la connexion, au lieu de partir la majorité du temps, que ce soit sur TikTok ou WhatsApp, prenez 30 à 40 minutes, 40% de votre temps d'Internet et googlez. Et allez sur YouTube, cherchez des vidéos, comprendre la notion et comprendre l'ordinateur. Et surtout, si vous n'avez pas d'ordinateur, demandez déjà à vos parents de faire l'effort de vous trouver un ordinateur. Parce que vous ne pouvez pas faire un parcours en informatique sans avoir un ordinateur. C'est vraiment des fois, c'est dommage qu'on ait des étudiants en licence ou en début de leur formation et qui n'ont pas d'ordinateur. Ça ne vous arrange pas. Donc déjà, ces vacances-là, préparez ces éléments, renforcez votre niveau d'anglais, prenez les cours, que ce soit en ligne ou dans les centres de formation modulaire, de bureautique, etc. Et assurez-vous que vous avez un ordinateur et vous commencez à apprendre les BABA. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et surtout maintenant, enfin, je crois qu'on va arriver à ce niveau, le choix de votre centre de formation. Donc il y a certains éléments aussi qu'il faut prendre en compte avant de s'inscrire dans une école pour s'assurer que voilà, à la fin de votre formation, vous aurez ce pourquoi vous êtes inscrit. Voilà. D'accord. Là, je pense que comme vous l'avez dit, on va partir sur cet aspect-là déjà, les aspects à prendre en compte pour choisir un bon centre de formation en informatique. Vous avez tout de suite parlé d'équipement aussi et les ressources spécifiques. Bon, vous avez parlé des ressources en général. Maintenant, si vous avez des ressources spécifiques à nous conseiller et tout. OK. En termes si vous parlez de ressources, en termes de ressources de documentation? Oui, documentation en ligne qui peuvent permettre déjà aux profanes de se familiariser avec l'informatique et voir si c'est ce qu'ils aiment. Et oui, quelque chose comme ça. OK. Bon, à mon niveau, ce que je peux dire, aujourd'hui, l'Internet nous offre tout. Hein. Il suffit seulement de prendre ça peut être même votre téléphone. Vous prenez juste votre téléphone si vous avez déjà le bac et puis vous vous préparez. Prenez votre téléphone ou bien si vous avez déjà un ordinateur, c'est très bien. Prenez votre ordinateur et puis voilà, commencez par googler. Quelles sont les bases de l'informatique? Vous pouvez juste, si vous avez déjà une petite notion en informatique, tapez juste Computer Science 101 ou bien 100 et puis vous avez déjà des informations. Il y a plein de ressources qui sont déjà disponibles sur Internet que facilement vous pouvez utiliser et comprendre les notions de base, etc. Donc, moi, ce que je dirais, c'est Google qui est votre ami. Si vraiment vous voulez faire parcours en informatique, prenez Google comme votre ami et puis cherchez des professionnels à qui vous allez vous adresser pour avoir plus de conseils et dans le choix de votre parcours ou de votre formation. C'est ce que moi je peux dire à mon niveau. Oui, enfin, je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. Google is your best friend. Hein. Il y a tout sur Internet. Hein. Il y a rien qui ne soit pas sur Internet. Même si aujourd'hui vous voulez avoir un niveau de formation très proche des gens qui sont au MIT, il y a même un site qui fournit les ressources gratuites, hein, les ressources MIT qui sont gratuites. Donc, même sur YouTube, il y a des vidéos. Bon, c'est vrai, c'est en anglais. Mais en tout cas, vous pouvez être dans un village au fin fond, quelque part, et avoir un niveau assez intéressant que quelqu'un qui est à New York, à Silicon Valley, par exemple. C'est vraiment possible avec Internet. Mais déjà, il faut avoir Internet. Et il faut savoir utiliser Internet. Il faut savoir faire des recherches. Il faut avoir le temps pour regarder les tutoriels, etc. Donc, à part les ressources en ligne, sur Internet,
il faut vous informer. Bon, si vous allez choisir une école de formation, essayez de regarder quel est le programme de formation, qu'est-ce qui vous a été, quelles sont les opportunités après votre formation, quels sont les partenariats aussi, parce que ça c'est intéressant de savoir si l'école que vous allez fréquenter, s'ils ont des partenaires avec les institutions, c'est-à-dire que ça vous donne des opportunités peut-être d'aller à l'étranger, etc. Il faut prendre ça en compte et puis voilà, hein. Je pense que c'est ce que je peux recommander comme information sur la ressource. D'accord. Je pense que de façon globale, on a essayé de couvrir toutes les questions et ce serait beaucoup mieux de laisser les participants eux-mêmes parler et évoquer tous les aspects qui soit n'ont pas été pris en compte ou qui les concernent directement. Avant de leur laisser la parole, je vais lire les 2 questions qui sont dans le chat. La première vient de Grace Atta qui dit: entre les filières en développement d'applications et les filières en sécurité sont favorables, surtout dans notre monde actuel, en tenant compte du développement rapide des infrastructures informatiques. Ne serait-il pas dangereux pour un nouvel étudiant de choisir une filière qui, dans quelques années, ne sera plus demandée sur le marché de l'emploi? Ouais, je crois que c'est l'énoncé de la question. Ok, je crois que Jean-Pascal a déjà abordé cet élément, hein. Et comme on l'a dit, quand on veut choisir une filière, il faut se concentrer sur les fondamentaux. Il y a les filières qui ne disparaissent pas. Comme on l'a dit, développement d'applications, réseau système, et cybersécurité, AI, data science qui s'ajoutent mais actuellement. Et après votre licence, en tant que nouveau bachelier, après votre licence, maintenant, vous pouvez ajouter des spécialisations que vous voulez. Je crois que c'est ça. Et comme la personne qui a posé la question l'a si bien dit, il ne faut pas aller choisir une filière où, après 3 ans, on n'en parlera plus. Vous allez faire quoi en ce moment? Donc, concentrez-vous sur les fondamentaux qui sont utilisés tous les jours. On va jamais se lever un jour, on va plus avoir besoin d'ingénieurs en réseau système. On va pas se lever un jour, on n'aura pas besoin d'un développeur d'application ou de logiciel. On va pas se lever un jour et puis on n'aura plus besoin d'un expert en cybersécurité. Voilà, donc on n'a pas un jour, on va pas arriver où voilà, on n'a plus besoin des spécialistes de l'AI et autres là. Donc voilà, il faut, et comme on l'a dit, tenir compte de votre environnement immédiat et peut-être aussi de l'environnement futur ou de votre projection que vous faites de votre vie. Et c'est très, très important, cet aspect-là. D'accord. La seconde question, ça vient de monsieur ou madame Sebabé qui demande si la filière de la transformation digitale ne vient pas de l'informatique. La filière de la transformation digitale ne vient pas de l'informatique. Ok, oui, c'est aussi une spécialisation en informatique. Et je crois, comme on a dit, c'est une spécialisation. Donc, ça voudra dire que ça serait un peu risqué. Bon, c'est mon avis, hein. On peut avoir des avis divergents. Peut-être certains participants peuvent avoir un avis divergent, mais il ne sera pas bien de directement pour un parcours de licence de dire voilà qu'on se spécialise en, en digitalisation c'est une spécialisation en fait. Donc il faut d'abord avoir les bases avant de choisir les parcours de spécialisation. C'est mon avis personnel, hein. Parce qu'il y a peut-être qu'on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Il peut y avoir à quelques années, on ne parlera plus de transformation digitale. Et il y aura un autre thème qui sera utilisé pour désigner cet élément.
Et en ce moment, si vous avez votre licence, vous allez convertir ça en quoi? Mais si vous avez les fondamentaux, ça vous permet de rapidement vous reconvertir dans n'importe quel domaine si vous avez les bases. Bon, je ne sais pas ce que mon collègue Jean-Pascal en pense. Ouais, désolé, je vous ai perdu un peu. On parle de quoi? De transformation digitale, c'est ça? Oui. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, la transformation digitale, c'est vraiment un terme assez global, hein. C'est souvent les formations en transformation digitale, on vous montre, hein, enfin, je n'ai pas vraiment fait ça pour savoir, hein, mais je suis sûr qu'on vous montre beaucoup plus tout ce qui est autour de la conduite de projets digital, les process à mettre en place pour les projets autour du digital, etc. Donc, ça fait partie de l'informatique. J'ai envie de dire, c'est d'autres thématiques, hein. Encore une fois, l'informatique, c'est assez vaste, hein. C'est vraiment, vraiment assez vaste. Si vous êtes intéressé par la transformation digitale, encore une fois, faites votre recherche, renseignez-vous autour. Moi, je n'ai pas vraiment trop de billes, hein, pour vous en parler. Mais encore une fois, c'est souvent quand on recherche des experts en transformation digitale, c'est souvent des gens qui vont venir dans l'entreprise. C'est souvent des entreprises qui sont en difficulté, hein, ou bien qui veulent améliorer leur process ou bien être beaucoup plus concurrents sur le marché. Donc, du coup, il y a des spécialistes qui vont venir et qui vont mettre en place des process pour peut-être accélérer le quotidien. Par exemple, ils vont venir, ils vont recommander, par exemple, que les équipes fassent du Scrum, qu'on mette en place tel process, et en faisant ça, l'entreprise peut être dans une phase de transformation et peut-être mettre plus rapidement les produits ou les services sur le marché et être beaucoup plus concurrent. Donc, en fait, ces genres de personnes, ils viennent et ils mettent en place les process pour aider l'entreprise à vraiment être plus concurrent et à être plus performant, etc. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, Google is your best friend. Et puis, plus tard, si vous avez des questions beaucoup plus précises, on est ouvert, hein, pour en parler. Merci beaucoup à vous. Je vais demander à tous les participants qui auraient des questions de lever la main. Comme ça, ils seront autorisés dans l'ordre à poser la question directement afin d'avoir les réponses des intervenants. Déjà, il y a Monsieur Chandana Eric qui a levé la main, donc je lui laisse la parole pour poser sa question. D'accord, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez. Allô? Allô? Oui, on te reçoit, tu peux aller. Ah, d'accord, merci. Et ma première question, d'abord, merci pour la parole. Ma première question va à l'endroit des étudiants qui ont eu un bac littéraire. Bon, en temps, j'avais eu un problème de connexion. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça ou pas. Mais comme je n'étais pas là, je voulais en même temps poser la question pour savoir. Ceux qui ont eu le bac, souvent quand on parle de l'informatique à ces élèves, ils disent que, bon, que l'informatique, c'est pour les scientifiques, les gens qui ont fait des séries scientifiques, puisqu'il y a des calculs, il y a des trucs à faire. Et pratiquement, nos présentateurs, dans leur expérience, ils ont parlé qu'ils ont des bacs scientifiques. Donc, cela veut dire que, est-ce qu'un élève qui a eu un bac littéraire peut aussi se lancer en informatique, devenir un jour aussi ingénieur en cybersécurité, ou bien la cybersécurité spécialement pour les scientifiques, et il y a une autre
spécialité pour le littéraire. Bon, je voulais que vous me donniez un peu quelques éclaircissements sur ces points-là. Merci. Alors, pour répondre à ta question, je pense que, indépendamment de si vous avez fait une série littéraire, déjà, il faut qu'on soit d'accord, hein, l'informatique n'est pas réservée que pour les scientifiques, hein, ou ceux qui ont fait les séries scientifiques. Soyons clairs là-dessus. D'ailleurs, les meilleurs, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait les séries scientifiques, hein, mais par contre, c'est recommandé. Par exemple, je prends l'exemple de IAI Togo. Le concours, si vous n'avez pas fait de série littéraire, vous n'avez pas la chance. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas être bon. C'est parce que les statistiques ont montré que plus vous avez fait une série littéraire, mieux vous avez un raisonnement et mieux vous allez exceller dans le domaine de l'informatique. Mais ce n'est pas une science exacte. Mais il y a d'autres écoles quand même qui essaient de donner la chance à tout le monde. Et finalement, il revient à cette personne, dépendant de sa volonté, de sa motivation, de combler le vide qui concerne la science. Vous voyez, vraiment, à la fin, qu'est-ce qui en ressort? Ce qui en ressort, c'est la motivation de cette personne. Hein. C'est vraiment la motivation de cette personne, la capacité de cette personne à aller chercher l'information. Et donc, la limite, c'est la personne elle-même. Ce n'est pas la filière que cette personne a faite ou le marché, c'est vraiment la personne elle-même. Vous pouvez vraiment réussir à être de très bonnes personnes, de très bons ingénieurs en sécurité, même si vous avez fait une série littéraire, etc. Je donne un exemple récemment, dans mes équipes, hein, on a recruté une personne, c'est un alternant, ok. J'imagine que ça vous parle. Hein. Donc, du coup, la personne était en reconversion. La personne, c'est une personne âgée. Hein. Quand j'ai dit âgée, la personne a plus de 30 ans en tout cas. Et la personne était en reconversion. Et quand il a fait l'entretien, on a vu le profil de cette personne, mais on était vraiment émerveillés. Hein. Cette personne, à la base, a fait quoi? La personne a fait un domaine complètement différent de l'informatique. Il était dans l'événementiel, tout ce qui est organiser les événements, c'est tout, hein, l'événementiel, etc. Et à un moment donné, il a voulu se reconvertir et il s'est donné comme objectif, pendant une année, de se former. Il est intéressé par tout ce qui est autour des infrastructures. Donc, pendant une année, il s'est donné comme objectif de se former massivement, d'avoir les certifications qui vont bien, d'avoir les informations qui vont bien et de préparer son profil. Et quand il a fait l'entretien, on a vu son profil, on ne dirait même pas que c'est quelqu'un qui est en reconversion. On était même étonnés, hein, parce que cette personne avait déjà des certifications que beaucoup de gens n'ont pas. Cette personne était en capacité on lui pose cette question, il était en capacité de donner la réponse. Tout ce qui lui reste, tout ce qui lui manquait, c'est la maturité. Et la maturité, tu ne peux pas l'avoir. Enfin, si, tu peux l'avoir, mais la maturité, tu l'as beaucoup plus quand tu es en face des problèmes, quand tu es en stage ou en entreprise, en train de travailler sur des sujets bien précis. Vous voyez? Donc, cette personne, sa seule limite, c'était lui. Donc, ce n'est pas vraiment le fait qu'il a travaillé pendant des années dans l'événementiel qui a fait qu'il n'a pas pu réaliser son rêve de travailler un jour dans le domaine de l'infrastructure. Et actuellement, il est alternant dans mes équipes. Vous voyez? Donc, c'est pour répondre à la question. Oubliez de votre mindset comme quoi c'est réservé à ceux qui ont fait des séries scientifiques ou techniques, etc. Encore une fois, soyons d'accord, c'est pas facile. C'est beaucoup plus simple pour des personnes qui ont fait des séries scientifiques, mais la porte est toujours ouverte à des gens qui sont ambitieux, qui sont motivés, et leur seule limite, c'est eux-mêmes. Donc voilà. Alors, ce que moi je fais ajouter à ce que vient de dire Jean-Pascal, c'est que c'est une évidence. Hein. Il y a l'informatique n'est pas réservée uniquement aux scientifiques. Vous pouvez faire la série A4, vous pouvez faire la série, je ne sais pas, G1, G2, G3, je ne sais pas, en fonction de votre parcours au niveau du, du lycée, et venir faire l'informatique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait la série D, mais la série C,
que vous ne pouvez pas faire l'informatique. Non, ça c'est pas quelque chose il faut inclure dans votre mindset. Que ce soit votre, votre parcours, que vous soyez A4 ou A3, je ne sais pas trop, vous pouvez faire l'informatique. Il suffit seulement d'avoir la motivation et la passion pour la chose. Et maintenant, il faut aussi faire face à des réalités. Ce n'est pas parce qu'on dit que voilà, que vous soyez littéraire ou vous pouvez faire l'informatique qu'il faut aller choisir les choses, les domaines qui nécessitent les notions scientifiques. Vous comprenez? Donc, en fonction de votre background, que vous soyez littéraire, 4, G1, G2, il y a des spécialisations que vous pouvez faire en informatique. Et donc, chaque filière, chaque spécialisation a son inconvénient et son avantage. Et si vous parlez, par exemple, vous voulez être un spécialiste en cryptographie, vous n'allez pas venir d'un background littéraire. Vous savez, il faut les notions d'algèbre et autres. Il faut bien les comprendre. Il faut avoir la capacité de les comprendre pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Mais par contre, il y a des domaines aussi qui n'ont pas besoin de notions scientifiques, par exemple, ou bien de venir forcément de background scientifique. Dans ma présentation, j'avais parlé, par exemple, du droit du numérique. D'accord? Ça fait partie de l'informatique. On parle de nos jours de ce qu'on appelle la cyberdiplomatie. La diplomatie en cybersécurité, par exemple. Donc, en fonction de votre parcours, que vous soyez, si vous êtes littéraire, vous allez choisir quel parcours, quelle spécialisation vous convient le mieux. Et si vous avez un parcours scientifique, et vous pouvez aller maintenant dans les endroits où voilà, ça nécessite beaucoup de mathématiques ou de sciences, et ça vous permettra aussi d'aller plus vite. Donc, il n'y a pas question que voilà, je n'ai pas fait les sciences, donc je ne peux pas faire l'informatique. L'informatique, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, même, on se rend compte que l'informatique, c'est une question de... C'est tu apprends, tu fais. Voyez? Par exemple, pour être administrateur, pour administrer, par exemple, un serveur, pour administrer, par exemple, un système, on l'apprend comment ça se fait et puis tu le fais. Il y a certains boulots qui n'ont pas besoin forcément d'être spécialisés, etc. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'être scientifique avant de faire l'informatique. Merci beaucoup, si vous me permettez. Et il y a un ami qui m'a envoyé un message de lui poser une question puisqu'il a un problème de connexion. Je ne sais pas si je peux continuer en même temps. Oui, je pense, parce qu'il y a d'autres mains levées aussi. Donc, terminer avec cette question, on passe aux autres rapidement. D'accord, merci. Et bon, c'est un nouvel étudiant aussi. Et il me disait qu'il y a des termes que vous avez utilisés et en tant que nouveau, il ne comprenait pas. Et donc, si vous pouvez, c'est une doléance, si vous pouvez, peut-être, cybersécurité, c'est quoi? Bon, il a parlé des langages que vous avez, il y a Python, tout ça là, bon, que tout ça là, c'est nouveau pour eux. Si vous pouvez peut-être, filière par filière, leur définir cybersécurité, qu'est-ce qu'on fait dedans, et développement web, qu'est-ce qu'on fait dedans, ça là, si vous pouvez vraiment les expliquer, ça va beaucoup les aider pour voir comment ils peuvent faire leur choix. Ou soit si vous pouvez laisser peut-être vos contacts pour qu'ils vous inbox en privé pour vous les expliquer davantage. C'est telle filière, qu'est-ce qu'on fait, telle chose, qu'est-ce qu'on fait, donc ça va beaucoup les aider. Merci. Bon, je pense que si on va commencer à décortiquer chaque filière, je pense, alors moi c'est mon avis, hein, après vous me direz hein, s'il faut procéder autrement.
étant donné que cette personne a noté les mots-clés qu'on a cités, les différentes filières, etc., il faudrait que cette personne aussi fasse un effort, que cette personne aille sur Internet, rechercher qu'est-ce que la cybersécurité, parce qu'il a entendu les intervenants parler de cybersécurité. Il peut aller sur ChatGPT, ChatGPT c'est gratuit, donc d'ailleurs, moi je trouve dommage que les gens ne profitent pas de ChatGPT, c'est une merveille qu'on offre à tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'utiliser. Mais si vous ne savez pas utiliser ChatGPT, c'est pas grave. Allez sur Internet, Google, ouvrez Google, qu'est-ce que cybersécurité? Et allez sur les liens qui vous intéressent, lisez. Qu'est-ce qu'on fait? Vous cherchez sur Internet, vous recherchez qu'est-ce qu'on fait dans une filière de cybersécurité? Vous aurez toutes les réponses, vous aurez mieux les réponses que nous, ce qu'on va dire même maintenant. OK? Parce que c'est assez vaste s'il faut aller filière par filière et en parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres intervenants. Voilà. D'accord, je pense que là, on va passer rapidement aux autres questions. Il y a Monsieur Abdel Sitou qui a levé la main. Oui, bonsoir. Ouais, j'aimerais poser une question par rapport aux gens qui sont déjà dans les filières de l'informatique. En fait, il y a certains qui sont dans l'informatique, mais ils ne savent pas au fil du temps, genre, qu'est-ce qu'ils vont, le roadmap, genre, le chemin qu'ils doivent prendre. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui veut, en fait, il est en reconversion, mais il veut vite, genre, trouver du boulot après 1 an, tout ça. On lui dit, s'il fait les recherches sur Internet, tout ça, on lui dit d'apprendre le réseau, le système, tout ça pour être en bon en informatique, genre cybersécurité. Mais moi, ma question, c'est, je voulais savoir si quelqu'un veut juste trouver du taf en informatique, genre, il a seulement 3 mois ou 6 mois. Qu'est-ce que vous le conseillez? C'est juste ma question. Merci. Jean-Pascal, je crois que votre micro n'est pas ouvert. Oui, ok. Désolé, j'étais sur autre chose en même temps. Oui, j'ai entendu comme quoi vous êtes en reconversion, c'est ça, et vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour trouver du boulot. Vous donnez même comme objectif 3 mois. On ne fait pas grand-chose. Pardon? 3 à 6. En vrai, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique qui va dire qu'en 3 mois, je vous dis que fais ceci, puis tu vas trouver le boulot. Non. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, la personne est en reconversion. J'imagine que la personne sait dans quel domaine il fait la reconversion. Cette personne, c'est dans quel domaine? Non, en fait, moi, ma question se basait juste sur quelqu'un qui est déjà en informatique, mais veut juste trouver du boulot. Il est déjà en informatique, il a déjà une formation, c'est ça? Oui, oui. Et c'est quoi sa formation? Non, il est en réseau. Il est dans le domaine du réseau. Il faut candidater, non? Il faut candidater aux opportunités, il faut rechercher les entreprises qui recrutent. Et si la personne a du mal à trouver du boulot, c'est de voir qu'est-ce que cette personne peut faire pour maximiser ses chances de trouver rapidement du boulot. Je donne un exemple. Vous savez que quand vous candidatez à une opportunité, vous êtes par exemple au moins une centaine de personnes. Oui, vous êtes plein, et à la fin, on cherche une seule personne. Donc, vous imaginez, on prend une personne, et 1 fois, 2 fois, 3 fois, N fois, et vous allez vous dire que, ouais, vous avez fait une formation, mais vous ne trouvez pas du boulot. C'est peut-être parce que vous faites partie peut-être des gens dans la catégorie des gens moyens ou bons, alors que
ceux qu'on a pris, c'est des gens qui sont très bons. Ou bien celui qu'on a pris, c'est quelqu'un qui est très bon. Du coup, moi, mon conseil à cette personne, ou bien d'une façon générale, c'est la question que tu devais poser, c'est comment maximiser les chances de trouver rapidement un boulot. Pour maximiser les chances de trouver rapidement un boulot, il faut déjà vous informer sur quelles sont les compétences qui sont recherchées, mais qui sont difficiles à trouver, ou bien qu'est-ce que les entreprises considèrent ou priorisent quand ils recrutent. Alors, j'ai travaillé par exemple pendant 3 ans à LCT. Le LCT, c'est le contrat terminal. Et quand on a fait le recrutement, vous savez ce qui a fait la différence entre moi et les autres personnes? C'était ma certification. J'avais une certification en Java, ok? Et je n'ai attendu personne pour avoir cette certification. Donc, du coup, si je n'avais pas cette certification, j'ai une formation, hein, j'ai eu ma licence. Si je n'avais pas cette certification, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes licences que moi, ils ont des formations que moi, et potentiellement, il y a quelques personnes qui ont plein de certifications et on a préféré ces personnes. Donc, vous voyez qu'à la fin, ce n'est pas forcément le problème, ce n'est pas ma formation que j'ai faite. Le problème, c'est que je n'ai pas maximisé les chances pour que je fasse partie des top 3 ou des top 5 lorsqu'il y a une opportunité d'emploi. Donc, il revient à vous ou à cette personne de vraiment... les choses les plus simples, c'est vraiment de passer les certifications. Passer les certifications, construisez un excellent portfolio. Qu'est-ce que j'entends? Un excellent profil, où quand on va sur votre profil, on voit déjà les certifications que vous avez, on voit les projets que vous avez faits, et quand on discute avec vous, qu'on sente que c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et avec ça, je peux vous garantir que vous n'allez pas rester longtemps, même 3 mois, même c'est trop, pour trouver du boulot. Ok, c'est bon, merci. Prochaine main levée, Monsieur Farid Akondo. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Diala. Bonsoir, M. Jean-Paul. Donc, moi, je ne suis pas un débutant, j'ai plutôt une licence et je profite de l'occasion pour saluer M. Hakim, qui a été un professeur. Et M. Jean-Paul, je suis une de ces réunions grâce à qui n'est pas pour la France. On a eu beaucoup de conseils venant de leur. Moi, j'ai une question destinée à M. Jean-Paul. Farid, on a du mal à t'entendre. Hein. Je pense qu'il y a un problème de réseau. On a du mal à t'entendre. Ah, d'accord. Un instant, là, je mets l'écouteur. Allô, c'est bon là? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, d'accord. Donc, je disais, j'ai particulièrement une question pour M. Jean-Paul. Donc, je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, j'ai eu que des boulots axés support, donc support technique, support user. Et actuellement, j'ai un boulot en tant que support applicatif. Donc, j'ai commencé à suivre des cours pour une certification Microsoft Azure. Donc, je ne sais pas, je voudrais peut-être vos conseils ici. Est-ce que pour la reconversion ou la spécification, pour être plus pointueux, plus rapide, c'est mieux de mettre un terme au contrat et me spécialiser sur les certifications, puisque à part le Azure 105, Azure 4, je compte me certifier pour la sécurité. Donc, je ne sais pas si c'est mieux de faire en même temps et vu que ça prendra peut-être un peu plus de temps.
ou vous pensez que je fais un tour à mon contact et me spécialiser et après commencer à postuler pour des emplois. Donc, vu que vous êtes dans le domaine du cloud, peut-être que vous pourrez mieux me donner des idées. Déjà, quand tu dis est-ce qu'il faut mettre un terme à votre contrat? Enfin, ça, c'est une mauvaise idée. Hein. Il ne faut même pas penser à mettre. Si vous mettez un terme à votre contrat, comment vous allez payer votre formation d'ailleurs? Ouais. Bah oui, tu vois, c'est la question. Donc, il faut déjà oublier déjà que déjà le marché il est compliqué. Tu as un boulot, même si c'est du support, tu as quand même un boulot. Je peux te garantir qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place. Donc, toi, ce que tu es arrivé à un niveau et tu veux un niveau un peu plus. Ça, c'est assez légitime. Hein. Tu es ambitieux et ça, c'est très bien. La première des choses, c'est que rien n'empêche de continuer à travailler, avoir l'expérience dans ce que tu es en train de faire, mais parallèlement, de continuer à te former. C'est possible, non? Ouais. Oui, c'est clairement possible. C'est clairement possible. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'être sur place dans un centre de formation ou même si tu veux être sur place dans un centre de formation, tu as des congés. Et si tu as des congés, peut-être tu vas profiter de ces congés pour... tu vas préparer tes congés en fonction de... Supposons qu'il y a une formation qui est dans 3 mois et que cette formation t'intéresse parce qu'il y a certaines choses qui vont être faites dans cette formation que tu penses que ça te serait très, très utile pour maximiser tes chances de upskill, d'augmenter tes capacités. Il te revient maintenant de planifier ton temps pour t'assurer que si c'est une formation sur place, que tu sois présent, peut-être en prenant des congés. Tu vois, donc tu n'es pas forcément, c'est une question d'organisation, hein. Ce n'est pas forcément en arrêtant ton contrat et en te formant pendant 1 an qu'à la fin des 1 an, on te garantit que tu seras au niveau où tu as envie d'être. Donc, continue de travailler comme tu le fais déjà bien. Continue de te former. Accumule les certes autant qu'il faut, les formations autant qu'il faut. Et je suis sûr que les opportunités vont venir à toi. D'accord. Ok, merci beaucoup pour l'essai. Donc, ce que je peux ajouter à M. Farid, je crois que M. Jean-Pascal l'a déjà dit. Hein, il ne faut même pas oser avoir cette idée dans la tête que j'en ai pour. Donc, fonce. Il focalise, je revois juste ta gestion de programme, ta gestion de ton temps, la gestion de ton temps, et fais le possible que tu peux à ton niveau. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Prochaine question, Monsieur Enoch Bado, et je pense que c'est l'avant-dernière. S'il est là. OK. De l'avenir de la chose en fait sur le marché. Donc j'aimerais savoir que, imaginons j'ai une passion pour quelque chose, je le commence et maintenant en continuant je vois que le truc n'a plus d'avenir. Et aussi j'ai eu à comprendre que dans l'informatique la conversion était à peu près un peu plus facile. Est-ce qu'il serait possible que tu te lances dans quelque chose dont tu es à peu près sûr à 80% que ça n'a pas d'avenir dans les 20 prochaines années? Maintenant tu fais ça, tu commences et après maintenant, tu te dis que ça va te servir de tremplin et tu te reconvertis en autre chose. Est-ce que maintenant, tu vas devoir recommencer tout le cursus dès la première année, tout ça en montant ou bien
tu passes directement comme une spécialisation, en fait? C'est ça ma question. Merci. Alors, si je peux intervenir sur cette question, je crois que la question, c'est de savoir si, bon, j'ai la passion pour quelque chose. Mais je sais que, bon, d'ici 2, 3 ans, d'ici 3 à 4 années, on ne parlera plus de la chose. Est-ce que je peux quand même avancer et après changer de spécialité? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est quelque chose d'ailleurs même si vous avez la possibilité de le faire, mais tout simplement, il faut vous assurer que vous avez les bases. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose que demain, sur laquelle vous ne pouvez pas capitaliser pour avancer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, une fois que vous avez la base, rien ne vous empêche de faire une reconversion dans les différentes spécialités qui existent. Hein. Mais si vous choisissez quelque chose qui n'enseigne pas les fondamentaux, après la reconversion, ça va vous nécessiter de revenir aux fondamentaux d'abord, avant de reconvertir peut-être dans la spécialité que vous allez désirer peut-être en ce moment. Bon, c'est la façon dont j'ai compris la question. Je ne sais pas si ça répond à vos inquiétudes. Oui, ça répond à une partie. Maintenant, l'autre partie, j'aimerais savoir aussi que, admettons que quelqu'un se lance dans, ça va toujours dans le même sens que ma question, d'où tu commences et après maintenant tu veux changer. Admettons que quelqu'un se lance dans le développement site web, application et consort. Il a certaines bases. Est-ce que c'est possible maintenant pour lui de se lancer carrément, disons peut-être dans un cursus carrément différent? Marketing digital, tout ça, et avoir toujours les bases de son truc pour faire. Est-ce que c'est pas plutôt une perte de temps, en fait, quoi? Merci. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit une perte de temps. Hein. Si vous avez une licence en développement d'application ou, comme on a l'habitude de l'appeler génie logiciel, et après tout, après quelques années, vous pouvez proposer, vous pouvez choisir de faire une année en infographie, par exemple. Ça, c'est juste une question de reconversion. Alors, si en 2025, par exemple, puis en 2028, tout ce qui tourne autour de la cyber, de l'informatique dans la zone où vous habitez, c'est l'infographie, vous avez déjà les bases. Vous faites juste ce que le marché demande. Vous voyez? Mais par contre, par exemple, si vous avez fait une formation modulaire, disons, voilà, qui n'a pas les fondamentaux. Maintenant, après quelques années, vous vous rendez compte qu'il y a de nouveaux besoins sur le marché et bien, il va falloir aller revoir les fondamentaux d'abord avant de vous spécialiser. Ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Merci. Merci. Là, je crois qu'on va passer à la toute dernière question. La dernière main levée, c'est Marie Chandana. Vous avez la parole si vous êtes toujours là. Bon, je pense que non. Là, je crois qu'on vient de clore la session de questions-réponses. Et si Madame Marie Chandana ou Mademoiselle, je ne sais pas, n'est pas encore là, on peut directement passer à vos mots de fin pour les intervenants. Et oui, les mots de fin et puis ce que vous pouvez dire comme dernier apport, dernier conseil ou un élément important que vous n'aviez pas souligné dans les échanges passés.
On va peut-être commencer par... Ah oui, il y a une question dans les commentaires qui dit, si vous me permettez... Ah non, c'est pas une question. C'est un apport qui sera lu par les intervenants. Donc, comme je disais, si on peut passer au mot de fin et commencer par exemple, Monsieur Tchala. Alors, bon, ce que moi je peux dire comme mot de fin, c'est si vous avez le bac et que vous comptez faire votre parcours en informatique, et sachez que, comme on l'a mentionné tout au long de nos échanges, il faut savoir qu'il y a des filières ou des parcours qui sont les parcours de base, voilà, notamment le génie logiciel, le développement d'applications, le réseau système et sécurité, les réseaux systèmes, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le big data. Et une fois que vous avez cette base-là, plus tard, vous pouvez vous spécialiser et choisir les tendances ou aborder pour poursuivre la tendance ou pouvoir vous faire plus de, de, je crois, j'allais dire, de remplir un peu votre profil par rapport aux nouvelles tendances qui vont arriver. Et surtout, comme on l'a également dit, il faut avoir les fondamentaux en matière de prérequis, disons. Voilà. En termes de langage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut améliorer son niveau d'anglais. Il faut s'assurer qu'on a un outil l'outil qui nous permettra de travailler, notamment un ordinateur, et saisir l'opportunité que vous offrent ces périodes de vacances pour apprendre les notions de base. C'est quoi l'informatique? C'est quoi un ordinateur? C'est quoi le langage de programmation? Est-ce que je peux apprendre à programmer déjà en Java, en Python, etc., etc. Et donc, ça vous permet de bien commencer votre parcours de licence, quel que soit le parcours que vous allez choisir. Et le choix également, si vous avez des difficultés, approchez les aînés qui sont là, qui sont déjà dans le domaine. Ils vous orienteront, ils vous diront le pour et le contre de leur parcours. Et c'est maintenant, c'est à vous de décider en fonction de votre motivation et de vos passions. Et donc, sur ça, moi, à mon niveau, je vous souhaite tous un bon choix et beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vais laisser la parole aussi à Monsieur Mewene Messé pour son mot de fin. Oui, bah ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. J'espère que ce qu'on s'est dit va vous être utile. Sinon, ce serait dommage quand même. J'espère que vous avez retenu ce qu'il faut. Moi, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes dans le domaine le plus porteur. Hein. Peut-être que quand vous êtes dans des pays en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo, ça ne se fait pas sentir. Je me trompe, hein. Ça ne se fait pas beaucoup sentir, mais quand vous êtes en Occident, je donne l'exemple de la France, puisque je vis ici. Je peux vous garantir que c'est un domaine c'est le domaine le plus recruteur en France d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas, depuis des années, ça a été toujours en informatique. Et même, il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs, hein, ils ont besoin de talents, ils sont obligés de se rabattre sur les compétences en Afrique. Et je suis même venu en France à cause de ça. Donc, c'est pour vous dire pour vous encourager déjà, dans un premier temps, c'est pour vous encourager. Même si parfois cela peut sembler un peu compliqué, parfois. Sachez que vous êtes dans le domaine où il y a plus d'avenir par rapport aux autres. En tout cas, si vous aimez bien l'informatique. Le conseil encore que je peux vous donner, c'est mettez les chances de votre côté pour faire partie des meilleurs.
Parce que malheureusement, de nos jours, en fait, la tendance est qu'il y a beaucoup de personnes, ils font des formations de 6 mois, de 1 an, etc. Et puis ils s'autoproclament experts de quelque chose. Du coup, vous qui avez fait une formation pendant 3 ans, etc., vous allez être dans la masse. Donc, en fait, finalement, vous vous retrouvez dans une vaste population de personnes et ça peut être en votre défaveur. Donc, du coup, ce que moi je peux vous dire, c'est mettez les chances de vos côtés, formez-vous. Il n'y a que ça qui peut faire de vous des personnes bonnes. Faut pas être seulement bon, faut carrément pas être mauvais, faut pas être moyen, faut pas être seulement bon, il faut être très bon. Et quand vous êtes très bon dans ce que vous faites, comme je l'ai déjà dit auparavant, les portes vont venir à vous. Je vous parle en fonction de cause parce que je sais à quel point quand vous vous formez, quand vous vous donnez à ce domaine, je sais à quel point ça peut vous ouvrir des portes que vous n'aurez jamais imaginées. Donc, je vous souhaite bon courage. Vous êtes les futurs riches, hein? Ne doutez même pas une seule seconde. Donnez le meilleur de vous-même et puis profitez de la vie. Merci beaucoup, monsieur. Je pense, oui, il y a quelqu'un qui demandait tout de suite la certification dont vous parliez. Vous parliez d'une certification Java, je crois. Oui, c'est parce qu'ils recherchaient à l'époque des développeurs spécialisés en Java. Donc, c'était une certification Java. Donc, en Java, il y a plein de certifications. Il y a le niveau associate, il y a Java, il y a l'OCA, Oracle Certificate Java Associate, il y a OCP, Oracle Certificate Professional Java, il y a OCE, Oracle Certificate Expert, il y a OCM. Moi, j'ai eu la certif OCA, OCP et OCE. Bon, j'ai pas eu le temps d'avoir OCM, c'était trop compliqué. Mais voilà, donc, même peu importe ce que vous faites, peu importe votre domaine, il y a les certifications. Si vous êtes intéressé par les solutions Microsoft, vous en avez même des tonnes en Microsoft. Si vous êtes intéressé par autre chose, même en cybersécurité, vous en avez plein. Ok, il y a plein de certifications dans le domaine cybersécurité. Dans le domaine d'intelligence artificielle, je n'ai pas trop d'informations là-dessus, mais en tout cas, il y a des formations certifiantes, ce qui est sûr. Et puis voilà. D'accord, merci beaucoup. Un grand merci aux deux intervenants pour cet échange qui était très enrichissant. Je pense que nous tous, nous avons beaucoup appris avec tout ce qui a été dit, les pistes de solutions pour nos divers problèmes. C'est un thème assez vaste et assez particulier pour chaque personne, mais je pense que ce qui a été dit va quand même servir de point de départ pour que chaque personne puisse se retrouver. Et je pense que vous l'aviez déjà dit, vous êtes disponible pour d'éventuelles questions, demandes d'éclaircissement ou aussi mentorat. Oui. En fait, moi, sur mon LinkedIn, je ne sais pas si vous avez accès à mon LinkedIn. Je suis plutôt actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous m'envoyez une question et que j'ai le temps. Je vais mettre mon LinkedIn déjà dans le chat. Déjà. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, un dernier grand merci à M. Tchala et M. Mehene Messé. Je pense qu'on va essayer de clore la session actuellement. On a déjà fait près de 2 heures de séminaire. Si personne n'a autre chose à ajouter. OK. Donc là, bonne fin. Oui, nous sommes à la fin de la semaine. Donc, bon début de semaine à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Et puis, ciao, ciao.